Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je vais vous présenter un petit peu un retour d'expérience sur Couchbase que j'ai pu mettre en pratique l'année dernière sur un des projets d'un client. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Samuel Salomé. Donc je travaille chez Proxiat depuis 7 ans et demi environ et depuis 5 ans sur le compte Carrefour. Donc où j'ai deux rôles. J'ai un rôle d'expertise technique sur la solution de fidélité en magasin et product owner aussi. Je m'occupe surtout du support à l'international, Brésil, Chine, etc. Donc je vais essayer de vous montrer, enfin c'est de la découverte, hein, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que Couchbase peut proposer. Donc il y aura une presse, un peu comment les données sont organisées, l'architecture un petit peu de comment ça se passe sur Couchbase, comment on accède aux données, la partie de sécurité. Je vous ferai part aussi de mon retour d'expérience du coup sur sa mise en place l'année dernière. Bon déjà, qu'est-ce que Couchbase ? Donc Couchbase, c'est une base NoSQL. Actuellement, on est dans la version 5.1.1. Donc en fait, ce projet-là, à la base, c'est la réunification de deux projets différents. Donc c'est les dirigeants, du groupe Membase, je ne sais pas si ça parle à des gens, qui commercialisaient un moteur de stockage de clés valeurs, donc Memcached. Et de l'autre côté, CouchOne, donc le projet CouchDB, qui eux de leur côté en fait commercialisaient une base de données documentaire. Et en fait, ils ont décidé tous les deux de s'unifier pour essayer de devenir un leader de produits de base de données NoSQL. Et donc, ils ont créé Couchbase en 2011 exactement, en février 2011. Couchbase, en fait, plusieurs choses et ce que ça propose de disponibilité en mémoire cache de données. Ça permet de faire du stockage de clés valeurs, de clés documents. Il y a aussi une solution portable, donc pour tout ce qui est objet mobile. Et ça permet de la synchronisation un peu dans tous les sens. Enfin, on rentrera un peu plus dans le détail de ce qui peut être fait, etc. dans les slides suivants. Ouais, ça, je vous ai mis un petit peu une représentation de qui utilise actuellement dans le monde, dans différents domaines, Couchbase. Donc en fait, il y a des grands groupes retail comme Walmart. Bon, il y a Carrefour aussi, mais je l'ai pas mis. Du coup, je pense qu'il y a chez Auchan aussi. J'ai entendu parler de ça parce que j'ai eu l'occasion de faire une formation Couchbase, donc ils nous en ont parlé. Après, dans le monde du voyage, il y a des choses comme les hôtels Marriott, TripAdvisor. Il y a le jeu aussi. Je pense que tout le monde connaît Pokémon Go. C'est basé derrière justement sur une base de données Couchbase. Enfin voilà. Après, il y a des grands groupes bancaires, PayPal, Visa, eBay dernièrement. Donc juste pour quelques chiffres, donc c'est 300 employés dans le monde Couchbase. C'est quelque chose qui est 100% open source. Donc en fait, vous pouvez totalement collaborer à leur projet, et c'est plus de 500 clients à travers le monde. Donc que ce soit de la grande distribution comme on a pu le voir, c'est vraiment dans tous les domaines en fait. Voilà. Sinon après, donc ce qui va de plus nous intéresser côté dev, côté informatique en fait, c'est que en fait il y a une possibilité d'utiliser Couchbase avec tout ce que vous pouvez connaître, les frameworks que vous pouvez utiliser, que ce soit du Spring, .NET, Ionic, dans différents langages. Donc il y a des API pour tout, du Java, Node.js, PHP, Go, Python. Ça marche sur plusieurs plateformes aussi, que ce soit du Linux, Mac, tout. Pareil sur mobile, donc iOS, Android. Et sur toutes les infrastructures cloud que vous pouvez connaître, Azure, Amazon. On peut le faire aussi sur Google et Docker. Moi j'ai eu l'occasion du coup de le mettre en place aussi bien sur Microsoft Azure que on a eu aussi l'occasion de jouer un petit peu avec Docker en fait. Donc on va passer au stockage de données. Donc en fait, ce que Couchbase propose, c'est aussi bien du stockage en clé valeur. Donc une clé, c'est un ID 250 bytes maximum en fait. Et ou des documents JSON comme vous pouvez, je pense, les connaître. Le document, la seule limitation, c'est qu'un document ne doit pas faire plus de 20 mégas en fait. Enfin, c'est ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, on va passer à la slide suivante. Donc en fait, n'importe quelle clé valeur, en fait, on considère dans Couchbase, que ce soit clé valeur ou que ce soit un document, en fait, ils considèrent que c'est un document, parce qu'en fait, un document n'a pas de taille prédéfinie. Dans un document, on y met ce qu'on veut.
toute valeur binaire, etc. On peut même faire de la, comment dire, de la concaténation de documents. Et il y a aussi chaque document en fait qui est inclus dans Couchbase en fait a des métadatas. Il y en a aussi, il y a une métadata qui est intéressante en fait qui est sur la purge. Donc en fait on peut être capable d'insérer des documents dans Couchbase et avec la métadata de dire que bah voilà ce document il a une validité de X jours. Et en fait du coup il y a tout un process dans le moteur de Couchbase qui permet de purger en automatique quand les documents ont des dates de péremption, si je puis dire. L'accès aux données, donc en fait, avec les applications clientes, il y a 4 possibilités d'accès aux données, donc par lecture et écriture via directement la clé en fait, donc c'est ce qu'il y a de plus rapide, etc. Après par des vues MapReduce, après par des requêtes. En fait, il y a un système de requêtage qui a été créé dans Couchbase qui s'appelle le NiQuel, qui ressemble un peu grosso modo à, enfin je sais pas, je pense que ici vous connaissez tout ce qui est requête SQL, etc. Donc en fait c'est une sorte de requêtage SQL mais directement dans les documents, etc. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et après par FTS aussi du Full Text Search. En fait il y a cette fonctionnalité, elle est native dans Couchbase depuis la version 4.5. J'ai fait un slide dessus vite fait pour vous présenter ce qu'on peut faire. Après à savoir que les 3 derniers points qui sont ici en fait dans Couchbase, si vous voulez commencer à faire de la requête, du FTS ou du MapReduce, vous êtes obligatoirement obligé de créer des index en fait. Sinon, vous pouvez pas accéder, vous pouvez pas utiliser ces options en fait. Donc sinon, si on rentre un peu plus dans l'architecture donc d'un serveur Couchbase, qu'est-ce qui se passe en fait c'est des nœuds. En fait, il est courant de dire que en dessous de 3 nœuds, ça sert à rien d'utiliser Couchbase. Ça n'a aucun intérêt, donc c'est minimum si vous voulez partir dans une solution NoSQL avec Couchbase, il faut partir sur 3 nœuds. Donc parce que sinon, enfin, autant continuer de faire du SQL. Il faut que ça ait un intérêt en fait. On n'utilise pas Couchbase pour utiliser Couchbase. Donc en fait, un nœud c'est juste une instance du serveur et un nœud c'est sur une machine en fait. Un nœud, une machine. Donc c'est ce que je disais. Donc plusieurs nœuds. Ensuite, donc c'est plusieurs nœuds en fait. Donc ça forme un cluster en fait. Dans ces clusters en fait, ça héberge des buckets, ce qu'on appelle les buckets. Donc ça va être un ensemble de documents. En fait, on peut en voir X buckets répartis. On rentrera plus sur le détail de la répartition dans le serveur. Et donc ça héberge donc des documents. Et qu'est-ce qu'un document en fait un document c'est une clé unique par bucket, donc c'est-à-dire que je peux très bien, même sur un nœud, je peux avoir plusieurs buckets avec la même clé, tant qu'ils sont pas dans le même bucket en fait. Donc en fait les buckets auront des noms différents, donc la clé ça peut être la même. Ça c'est les 3 gros, on va dire les trois gros points de l'architecture, donc nœud, cluster, bucket, document. C'est les choses qu'on utilise le plus quoi. Donc après on va rentrer un peu plus précisément dans un nœud. Donc il faut savoir que en fait dans Couchbase il n'y a pas en gros de nœud maître, il n'y a pas cette hiérarchisation master réplica en fait. Donc tous les nœuds contiennent exactement la même chose. Il y a des choses qu'on peut paramétrer, je vous montrerai après. Mais sinon il y a la même chose sur chaque nœud en fait. Donc ce qui fait que on verra un peu plus tard quand vous connectez à une IHM, peu importe sur le nœud où vous allez, en fait vous avez accès à l'IHM et l'IHM a toutes les informations concernant tout le cluster. Donc c'est les 2 éléments centraux qui font partie du nœud, donc le cluster manager et le node manager. Et il y a 3 services distincts en fait par cluster. Le data, donc c'est là où seront stockés les data. L'index, les index, c'est quand vous créez des index en fait il y a ce service qui existe aussi, et donc le service pour les queries en fait. C'est optionnel, comme je vais vous montrer sur le slide juste après, en fait, on peut les désactiver en fonction des nœuds et en fonction de ce qu'on veut faire en fait. Donc comme je disais, voilà, je vous ai un peu représenté, ici on a le node manager, le cluster management. Je vais rentrer plus dans le détail j'ai fait un slide pour le cluster management et pour le node management. Et chose qui est possible aussi, c'est qu'un nœud, en fait, je peux faire 50 nœuds et si je peux, la machine qui est derrière, en fait, c'est pas forcément identique. Je peux faire des nœuds avec des grosses machines, des nœuds avec des petites machines. Les machines sont pas censées être identiques pour chaque nœud, en fait. Donc pour rentrer plus précisément, donc le cluster manager, donc c'est lui qui va gérer entre autres déjà l'accès à l'IHM en fait. C'est lui qui coordonne un peu tout ce qui se passe sur le serveur. Donc l'interface graphique, donc je vous montrerai, j'ai mis des slides avec un peu ce qu'elle vous propose. C'est toute la partie configuration et administration du serveur.
C'est elle qui s'occupe aussi du rebalancing, on verra ça après, la répartition de la charge. C'est elle aussi qui a la charge de tout ce qui est statistique, monitoring. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on détaillera peut-être un peu plus après. Par contre, ça gère hormis le rebalancing là, mais c'est plus le remappage des documents en fait. Par contre, ça s'occupe pas des données en fait. Ça, c'est pas son rôle. C'est justement le node manager qu'on voit juste après, qui s'occupe de tout ce qui est data. Donc c'est les fameux 3 services dont on a vu. Donc le data, c'est lui qui permet de faire les get, les set et les views. L'index, donc c'est lui qui va gérer toute la création des index. Donc c'est tout le moteur d'indexation qui va vous permettre de faire comme on a dit tout à l'heure, du MapReduce, du FTS et le Nickel, voilà, exactement. C'est quand même un peu celui qui me manquait. Et donc Query, donc tout ce qui est pour le moteur de requête en fait. Alors, à savoir que ces services sont codés en C++ et en Go. Donc ça permet d'avoir des accès rapides en mémoire, etc. Enfin donc c'est super efficace en fait. Et donc comme je disais, ouais, donc les index obligatoires si on veut faire tout type de requêtage. On peut pas faire de requête, on peut faire juste du get et du set si vous n'avez pas d'index, vous pouvez rien faire d'autre quoi. Après ça dépend le but recherché en fait. La scalabilité, donc il y a deux scalabilités. Donc comme on peut le voir ici, je peux répartir mes services uniformément sur mes X nœuds. Donc si j'ai 50 nœuds, je peux dire bah voilà, sur mon nœud je répartis mon service query, mon index query, mes data services. Dans le sens où si je veux, enfin ça c'est de la répartition de base quoi en fait. Donc ça dépend ce qu'on veut faire. Et je vais vous montrer qu'après on peut faire de la scalabilité multidimensionnelle après. On peut faire ce genre de choses aussi. Je peux dire ben voilà, je réserve 6 nœuds pour toutes mes datas. Et après je réserve un 2 pour mes index, un 2 pour mes queries. En fait ça va dépendre de comment vous utilisez Couchbase. Si vous utilisez beaucoup de requêtage, beaucoup d'index. Moi dans le cas de figure que j'ai utilisé, nous on a utilisé surtout les get et les set. Nous c'était vraiment l'accès rapide à la donnée. Donc nous en fait finalement avec le data service qui est réellement utilisé en fait. Et après, on peut faire des choses de ce genre-là, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien imaginer que le premier nœud, c'est un nœud qui est 3 fois plus puissant que tous les autres derrière. Et en fait, on pourrait très bien imaginer qu'il héberge les 2 query service et index service parce que je les utilise très peu, donc j'ai pas besoin d'avoir d'une grosse charge et répartir une partie des data dessus, en fait. Tu es pas en train de te mettre en risque en faisant un truc comme ça? J'ai pas dit qu'il fallait le faire, j'avais pas dit qu'il fallait le faire en fait. Mais si tu fais ça, ça veut dire que déjà à la base, limite, tu pourrais aussi très bien désactiver query service et index services. Ça dépend en fait. Mais oui, je le ferai pas. Mais c'est pour te montrer que t'as la possibilité de le faire en fait. Donc là ici, j'ai mis quelques slides sur ce que l'IHM d'administration, ce qu'on peut trouver dans l'IHM de Couchbase. Donc dessus, on peut voir la quantité de RAM qui est utilisée, la quantité du disque qui est utilisé, parce qu'en fait, il y a on va le voir juste un peu plus tard, mais il y a une partie qui est en mémoire et une partie qui est swappée sur du disque. Et donc après, on a les buckets, le nombre d'opérations par seconde. Mais en fait, en gros, on a le nombre de serveurs qui sont actifs. Si on avait un qui était KO, on le saurait ici. Et s'il y a un serveur qui est en attente de répartition de charge parce qu'on a rajouté un nœud, ou il y a un nœud qui a été automatiquement mis en failover parce qu'il est tombé, derrière, en fait, on a une action de répartition de la charge qui est nécessaire, en fait. Donc ça, on peut le voir directement dans les IHM. Il y a des alertes qui peuvent être remontées. Enfin, en gros, pour vous dire, bah voilà, attention, t'as un nœud qui est tombé, faut faire quelque chose, quoi. Un seul serveur, pardon, qui est le service d'IHM, on arrive à avoir les statistiques de tous les serveurs. Non, justement, en fait, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans chacun des nœuds, tu as l'IHM, en fait. Si je reviens ici, tu vois, d'un côté, tu as ton node manager. Donc là, toute la partie que je vous ai représentée avec la scalabilité, c'est le node manager. Par contre, la partie cluster, tu l'as partout dans tous les cas, en fait. Donc ton IHM, elle est accessible partout et elle sait très bien ce qui se passe sur tout ton serveur de partout, en fait. Donc là, pareil, un autre slide. Donc ici, en fait, on voit, j'ai un bucket. Il me dit la RAM qui est utilisée sur ce bucket. Vous avez tout un tas d'informations. Je vais peut-être pas rentrer forcément dans le détail. J'ai aussi les boutons pour me dire, bah voilà, je vais virer le bucket parce que je vais le purger, je vais en créer un autre, je sais pas. Je vais dire que mon nœud il est hors service parce qu'en fait j'ai tous les nœuds là en fait. J'ai un autre nœud en boss et je vous en ai déplié un en fait. Je pourrais très bien dire, bah lui il est hors service, donc je vais le mettre hors service et après il va me dire, bah voilà, je vais avoir dans pending rebalance, il va me dire, bah voilà, tu as perdu un nœud.
faut que tu rebalances la charge parce que ta charge elle est plus uniforme en fait. Le concept de failover, je vais en reparler juste après en fait. Donc là c'est mon bucket. Donc dedans on voit qu'il y a 10 243 000 documents. Donc que ça utilise 42 Go de RAM. Donc potentiellement là on se dit qu'avec les deux, en fait à la base je vous ai fait des screenshots volontairement parce qu'en fait à la base on en avait 3 comme je vous l'ai annoncé, sauf qu'il y en a un qui est tombé. Donc du coup, la charge est répartie sur 2, et là on voit du coup qu'on arrive quand même dans des taux de mémoire quand même qui commencent à être dans les derniers 30%. Donc en fait, le troisième nœud, il n'est pas inutile, il faudrait rebalancer la charge sur 3 nœuds en fait. Et là, pareil, il y a tout un système de logging et d'audit on est capable de remonter. En fait, il y a un puits de log en fait qui est aussi intégré dedans. On peut aussi loguer tout ce qui serait connexion, sécurité, etc. Enfin, il y a eu tel truc, tel nœud est tombé, tel nœud n'a pas répondu pendant X secondes. Enfin, on peut remonter toutes ces informations-là dans le puits de log qui est directement intégré dans les IHM, en fait. Donc là, c'est là où on va parler justement de la réplication. C'est toi qui posais la question tout à l'heure. Donc, voilà, je vous ai fait un peu une représentation. Donc, avec les applications serveurs, les cluster maps, en gros, grosso modo, c'est juste que faut savoir que c'est pas vous qui dites je vais mettre tel document sur le nœud 1, sur le nœud 2, sur le nœud 3. En fait, il y a un cluster, enfin une map. En gros, c'est le client le client Couchbase qui derrière répartit, dit bah voilà, en fait, il y a un. Je vais pas rentrer trop dans ce concept-là parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais en gros, il crée une clé et en fait, avec cette clé dans sa map, il sait exactement où il va aller déposer tel document en fait, et ça va pointer dessus en fait. Donc là, je vous montrais juste qu'en fait, peu importe tous les applications serveurs que vous pouvez avoir, en fait, derrière, en fait, chacun sait exactement où est le document 5, où est le document 6, etc. et où est sa réplique. À savoir que Couchbase a décidé d'avoir des documents donc actifs et inactifs. C'est-à-dire que tout ce qui est documents répliqués, en fait, ils sont désactivés, en fait. Ça a des avantages surtout en accès parce qu'il n'y a pas besoin de se dire mon document 5 il a 2 endroits différents en fait. Il connaît juste l'endroit de l'active et quand le nœud est en failover, en fait c'est le réplica qui est actif et donc il sait très bien où est son document 7. En fait, le document il est qu'à un seul endroit à un instant donné pour le serveur et ce qui permet justement de faire des get et des sets ultra rapides en fait. Du coup aussi par exemple pour la réplication, donc si vous voulez mettre en place de la réplication, il faut minimum 2 nœuds, ce qui est logique, parce qu'avec un seul nœud ça sert à rien, il n'y a pas de réplica avec un seul nœud. En fait vous avez toujours n-1 réplica, c'est-à-dire que si vous avez 3 nœuds, je vais avoir 2 répliques de chacun de mes documents. C'est justement ce qui se permet d'avoir de la haute disponibilité et surtout peu importe si j'ai un nœud qui tombe, etc. En fait, ma perte de données, je vais pas perdre de données. Il va falloir juste lui dire que, c'est juste lui va se remapper quand il réactivera ses répliques, il saura où est son nouveau document. Donc là, je vous ai mis un cas concret en gros, j'ajoute un nœud. En gros, voilà, faut savoir que je vais ajouter un nœud. C'est très facile. Donc, c'est l'un des points. C'est quelque chose c'était une volonté de leur part. C'est-à-dire que, imaginez demain, moi sur une des applis, je sais pas, on a 50 millions de clients, 50 millions de coupons. Et demain, pour une raison ou pour une autre, on sait que ça va être une grosse période d'activité. Et d'un coup, on va passer de 50 millions à 75 millions de coupons, pour une raison ou pour une autre. Et en fait, en quelques secondes, en fait, on est capable de rajouter des nœuds. Et derrière, en fait, on a juste à répartir la charge, et comme ça, on perd jamais en perf, etc. Mais après, à savoir, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on ajoute un nœud, c'est que derrière, en fait, il va pas répartir tout seul la charge. En fait, on ajoute les nœuds, c'est facile, etc. Mais derrière, enfin voilà, le cluster map sait qu'il a un nouveau nœud, mais il sait qu'il n'y a rien dessus, en fait. Donc après, derrière, c'est à nous de répartir la charge. En gros, voilà, on dit, je dois rajouter 3 nœuds, on rajoute les 3 nœuds, et une fois que la personne a dit, bon, c'est bon, les 3 nœuds ont été ajoutés, derrière, je rebalance ma charge de tous mes documents sur les 7 nœuds, enfin les 5 nœuds ou les 4 nœuds ici, au lieu des 3 en fait. La réplication est automatique. Ouais, ça c'est géré automatiquement, c'est-à-dire, en fait, là je t'ai mis un exemple en fait. Donc en gros, voilà, la première étape c'est j'ai ajouté mon nœud, donc je pointe sur un nœud et dessus il n'y a pas de document. Et après, une fois que je vais avoir fait le rebalancing, en fait, tu vois, j'ai réparti mes documents, il a réparti et pareil, il s'est réoccupé des réplicas et il a créé les réplicas nécessaires. Là, mon exemple n'est pas forcément super détaillé parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, j'ai n-1 réplique. Donc en fait, là, si j'avais voulu pousser le slide un peu plus loin, en fait, j'aurais dû vous faire plus de répliques. Pour chacun de documents, j'aurais dû avoir 3 répliques en fait. J'aurais eu une réplique sur chaque nœud en fait. Et là, en fait,
Ouais, vas-y. Continue. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que du coup, après, pareil, la cluster map, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, lui, automatiquement, sait exactement où les documents ont été répartis. C'est de l'ordre de quelques secondes, enfin, pour des millions de documents, en fait. Quand tu ajoutes un nœud, comment tes cluster maps elles se mettent à jour? Non, mais justement, ça, c'est dans le cluster manager qui gère ça. Et en fait, lui, sa cluster map, elle se met à jour automatiquement, en fait. Au moment où tu as fait rebalancer. Bah, il est sur chacun des nœuds. Non, mais là, c'est pas représenté, en fait. Mais c'est un truc qui se met automatiquement à jour. Et comme je te montrais sur le premier slide, c'est comme ça qu'en fait, il sait qu'il y a un nouveau nœud, mais il sait qu'il n'y a rien dessus, en fait. Tu vois, direct, en fait. Et c'est dès que je vais avoir rebalancé, paf, la cluster map se sera mis à jour en fait. Et donc il saura que le document 4, il est plus sur le premier nœud, mais sur le quatrième en fait. Donc ça c'est pour l'ajout d'un nœud. Donc après il y a la perte d'un nœud. Donc en fait il faut savoir que justement le client, le client, le cluster, il ping, on va dire à intervalles très très réguliers tous ses nœuds. Donc en fait il est capable de savoir que tel nœud ne répond plus. Donc là c'est à partir de ce moment-là où on va savoir qu'il y a un nœud qui répond plus. Et donc du coup c'est là il faut lui dire bah voilà le nœud faut qu'il arrête de répondre. Donc parce que le problème, enfin il y a un avantage et un inconvénient, c'est que pendant le laps de temps où le nœud ne répond pas, les données qui sont dessus sont pas accessibles. Par contre elles sont pas perdues mais elles sont pas accessibles. Et justement c'est en fait au partir du moment où on va lui dire il y a le paramétrage, on a la possibilité de le mettre en automatique aussi. Donc on peut lui dire, bah voilà, si mon nœud il répond pas au bout de 30 secondes, dans tous les cas, il va faire l'auto-failover tout seul et il va réactiver. En fait, quand l'auto-failover est comment dire, activé, en gros, toutes les répliques des documents, il va activer la réplique du document parce qu'il sait très bien que dans la partie active sur le nœud où il était, en fait, il est plus accessible en fait. Mais il faut pas mettre un failover trop bas parce qu'en fait, le problème c'est que par exemple, dans le cloud et compagnie, des fois il y a t'as de la latence, etc. Donc si tu mets 3 millisecondes, le problème c'est que lui, dans tous les cas, à chaque fois, il va te dire bah, tous mes nœuds sont morts, etc. Parce qu'en fait, tu vas juste avoir une lenteur de réseau, etc. Donc à savoir, pareil, à partir du moment où j'ai un nœud qui va être tombé, donc une fois que je vais mettre auto failover, donc ou en automatique ou manuellement, en fait, il y aura une alerte qui sera remontée et dire bah, mon nœud ne répond plus, donc faut que je le passe en auto failover, enfin en failover, pardon. Et donc du coup ça active les répliques. Donc c'est ce que j'ai dessiné là en fait. Et donc à partir de ce moment-là, la cluster map pareil, elle se met à jour et elle sait très bien que le document 8, il est à tel endroit, etc. C'est sa réplique qui active en fait. Et par contre, nécessairement aussi, ce qu'il faut faire, c'est que du coup après un failover, certes on a réactivé les répliques, mais derrière en fait il vaut mieux redistribuer la charge. Donc en fait on fait un rebalance derrière pour remettre la charge donc et recréer refaire bien les actives et les réplicas sur tous les nœuds qui sont pas morts en fait. T'as de l'indispo quand tu rebalances? Non, t'as jamais de. En gros, pendant que t'es en train de rebalancer, etc., tu peux continuer à accéder à tes données. T'as aucune. En fait, lui, il sait gérer ça en fait. Donc tes documents sont accessibles même pendant que t'es en train de rebalancer. Hop. Donc là, j'ai fait un petit focus sur le service, le data service. Donc un peu comment ça se passe. Donc il y a une partie en cache, une partie en disque. Vous avez des queues, donc des queues de réplication, que ce soit de la mémoire cache vers le disque. Vous avez une queue de réplication, que ça soit entre clusters ou entre internes au cluster, c'est-à-dire entre les nœuds ou je vous montrerai parce qu'il y a une réplication aussi qui est possible de data center à data center en fait. Donc en gros, il y a deux queues de réplication. Il y a une queue de réplication pour répliquer entre les nœuds, les réplicas qu'on a vus juste avant. Et il y a une autre queue aussi qui existe pour aller répliquer si tu dois la répliquer dans un autre cluster. Donc là j'ai mis un petit exemple de qu'est-ce qui se passe quand on fait un get en fait. Le serveur d'application va dire bah voilà je veux le document 4. Ce qui se passe c'est que si le document 4 bah il est en cache, bah paf il est retourné directement, ce qui est super facile en fait. À savoir que ce qui est géré en fait tous les documents qui sont souvent utilisés restent dans la mémoire cache en fait. Et du coup là j'ai mis le deuxième exemple. C'est par exemple là, je lui dis d'aller chercher le document 2. Qu'est-ce qui se passe le document 2? Moi, je l'ai pas dans mon cache parce que bah ça fait, j'en sais rien, moi ça fait un mois qu'il a pas été utilisé ou donc en fait il est que sur le disque, il est plus sur la mémoire cache. Donc du coup en fait ce qui va se passer c'est que bah, le document il va remonter. Je suis allé trop loin. Et donc il va remonter en fait et après on l'aura aussi. Enfin il reste toujours bien sûr dans le disque et il sera remonté en mémoire cache et du coup au prochain get du document 2 il ira le chercher directement en cache en fait.
Après, l'autre partie, c'est l'ajout de documents, de deux choses. Donc, on peut faire de l'upsert, donc ce qui est le gros avantage aussi pour la rapidité. C'est, là, je vais mettre à jour le document 4. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais remplacer le document 4 par mon nouveau document 4, en fait. Donc là, il y a deux cas de figure. Enfin, il y a que ce cas de figure-là. Là, j'ai mis l'exemple où le document 4 est donc en mémoire. Donc quand je vais faire mon set, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va venir là, il va venir écraser d'abord dans la mémoire cache le nouveau document. Il va remplacer le document 4 par le nouveau document 4. Et ensuite, en asynchrone, ce qui va se passer, c'est que derrière, il va aller répliquer, il va aller faire son réplica, il va aller mettre à jour le disque. Et possiblement, si on réplique sur un autre data center dans un autre cluster, il fera la même chose en fait. Si c'est de la synchrone, tu peux forcément avoir de la désynchrone. Ouais. Non, ça dépend. Non, parce que derrière, en fait, par contre, tu as tout un paramétrage qui te dit à quel moment tu considères que ton document est vraiment acquitté en fait. Ouais, tu as tout le système d'acquittement, tu l'as. Et en fait, et c'est toi qui choisis ton niveau d'acquittement. Parce que tu peux très bien choisir, moi, je considère que mon document, il est OK quand il a été mis à jour dans le cache. D'accord? Mais par contre, après, tu peux dire non, moi je le veux quand il a été répliqué, quand il a été répliqué partout, ou quand il a été copié sur le disque. Enfin, c'est toi qui choisis. Ça, par contre, ces paramétrages-là, tu les as en fait. Donc là, la gestion d'accès concurrentiel. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, imagine, il y a un client qui fait un get sur un document, et puis après il le met à jour, et il le remplace dans Couchbase. Et entre deux, une autre appli, elle appelle le même truc et elle veut le modifier. Donc elle va vouloir le resetter. En fait, c'est pas possible parce qu'en fait, dans les métadatas, en fait, il y a la fameuse gestion CAS, d'accès concurrentiel. Et donc en fait, dans l'exemple, c'est ici on voit qu'il a, on va dire, le CAS numéro 1. Donc hop, il a remplacé, donc le CAS est passé à numéro 2. Et en fait, entre deux, quand lui, il avait récupéré le premier document, lui, il avait récupéré une version erronée du document. Enfin, pas erronée, c'est qu'il a récupéré la version avant mise à jour du client numéro 1. Et en fait, on voit que lui, quand il essaye de repousser le document, il dit, voilà, le CAS, il a 1, tandis que sur le serveur, le CAS est déjà arrivé il a l'ID numéro 2. Donc c'est impossible, il pourra pas remplacer. Là, je vous ai mis deux exemples de l'utilisation de Couchbase avec les API. Donc là, le premier exemple, ça va être avec une API Java. Donc je pense que ça va parler à plein de gens en fait. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est que on se connecte au cluster qui nous intéresse. Tu dis sur quel bucket tu veux les travailler. Et puis après, par exemple, tu te crées un document. Là, je fais juste une insertion d'un document. En fait, je fais un insert update, d'accord, tout simplement. Donc, je me suis créé un document où dedans il y a mon nom, mon prénom, mon job et mon âge. Et puis derrière, après, je pousse mon document dans Couchbase. Et après, voilà, je peux faire le get. Donc, j'ai fait l'exemple. En fait, j'ai récupéré grâce à ma clé, parce que dans ma clé, j'ai mis ma date de naissance. Et du coup, avec cet ID-là, je vais récupérer mon document directement, qui sera en cache en plus, parce que comme je viens juste de l'insérer, il est en cache, et je vais avoir une réponse tout de suite. Il va me dire, voilà, j'ai trouvé, et là, ça va me retourner Samuel, quoi, en fait. Il va me retourner juste mon prénom, en fait. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, il n'y a pas de, la clé, Couchbase, va pas te la créer à ta place, en fait. Donc c'est toi qui es maître là-dessus. Par contre, tu peux mettre la valeur nulle aussi, t'as le droit, mais juste une fois par bucket, en fait. Tu lui mets ce que tu veux, mais par contre, c'est toi lui, il va pas te gérer la création de clé, en fait. C'est toi qui choisis, en fait. Regarde, là, en fait, si tu vois, je me suis connecté. Là, j'ai dit, dans tous les cas, moi, le document, tu me mets dans tel bucket. Parce que là, tu parles peut-être pas de bucket, là. Là, t'es en train de me dire sur quel nœud mon document il va être, par exemple. C'est ça plutôt ta question, non? Parce que là, j'ai choisi, en fait. Là, en fait, l'insertion, je la fais dans le bucket qui s'appelle My Contacts. J'aurais pu la faire si j'ai envie je peux avoir X bucket, je peux en avoir un qui s'appelle, je sais rien, moi, mes amis ou je sais pas quoi. Et du coup, là, je choisis dans lequel bucket je le mets, en fait. Un bucket, non, pas forcément une table, mais un schéma plutôt. Ouais. En fait, le bucket, c'est le schéma que vous connaissez en SQL, en fait. Par contre, ouais, t'as pas la main, comme je disais tout à l'heure. Par contre, t'as pas la main sur quel nœud il va être. En fait, ça, tu l'as pas. C'est lui qui gère ça tout seul. Là, je vous ai mis un autre exemple, donc en Node.js. Pour juste vous montrer, ça parlera peut-être à certains aussi. Donc là, j'ai mis un exemple un peu plus, entre guillemets, poussé. Donc là, c'est pareil, la connexion, je vais peut-être pas revenir là-dessus. Donc, il se connecte sur ton serveur, Couchbase. Tu choisis le bucket qui t'intéresse. Par contre, là, j'ai mis juste un exemple où il fait une equal query, en fait. Donc comme on peut le voir, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va créer un index, parce que sinon, je pourrais pas faire de requêtage. Et derrière, pareil, j'insère un document. Là, mon document, il a comme clé user2.sam. Et derrière, j'ai mis, c'est un document JSON, finalement, quoi. Et donc, dedans, je l'insère, avec l'upsert, comme en Java. Je fais le get. Donc, il me dit bien si j'ai retrouvé ton document, donc il va me l'afficher. Et après, je peux faire une query et dedans, je cherche, par exemple, je vais dire, voilà, dans mon bucket, retourne-moi tous les users qui utilisent la technologie Node.js, par exemple.
Et là, il va te dire, bah, j'ai trouvé X, j'en ai trouvé X personnes qui font du Node.js, par exemple. Parce qu'il va les requêter dans mon document, dans la section techno, en fait. Quand tu es obligé de faire des sélectés toi, tu peux pas sélectionner des sous-parties de ton document. Si, tu peux le faire, c'est quand même vachement poussé, en fait. Après, je l'ai utilisé vraiment que vite fait, en fait. On a eu l'occasion, lors d'une, entre guillemets, une formation, on a utilisé juste pour tester, en fait. On n'a pas poussé le concept, nous. Parce que nous, on a vraiment utilisé la partie Couchbase, j'en parlerai après, mais plus pour la partie cache et rapidité, haute disponibilité et rapidité pour récupérer des informations, en fait. Après, à savoir, donc, comme je disais aussi tout à l'heure, donc, il y a l'option AFTS, donc du Full Text Search, qui est disponible en multilangue, etc., sur Couchbase et en natif depuis la version 4.5. Donc, qui permet de faire un peu de tout, du scoring, de la query string, du term matching, contexte snipped. M'en demandez pas trop parce que moi après je maîtrise pas forcément le FTS, donc mais en fait ça peut aisément, du coup ça remplace avec Couchbase vous n'êtes pas obligé de remettre un Elasticsearch ou un Solr, il est capable de le faire lui-même. Par contre il faut savoir que après derrière on a des contraintes sur les projets, etc. Mais il y a tous les connecteurs qui existent. Si vous voulez connecter un Couchbase à un Elasticsearch, à Solr, etc. Il y a cette possibilité là qui existe en fait. Et donc la réplication, le deuxième point, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a deux points. Donc il y a intra-cluster, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc chacun des documents est répliqué sur les X nœuds qui composent le cluster. Donc ça c'est la partie qu'on a vue juste avant. Par contre, il y a aussi la possibilité de le faire entre clusters, donc différents, dans différents data centers, etc. en fait, et en bidirectionnel ou en monodirectionnel. En fait, on a tout un tas de paramétrages. On peut très bien dire ce bucket-là, je le réplique à tel endroit. L'autre, je le réplique à tel endroit, et puis après, tu peux les auto-répliquer entre les deux data centers, etc. Enfin, il y a plusieurs options disponibles, en fait. Donc nous, personnellement, on a utilisé que cette partie-là pour notre projet. On n'a pas utilisé le deuxième cas. Après, niveau sécurité, en fait, il y a tout ce que je pense. Enfin, moi, on n'a pas eu des masses de sécu à mettre en place. En fait, on est resté vraiment dans les chantiers par défaut, enfin, tout ce qui était par défaut parce que on n'en avait pas le besoin à ce moment-là. En gros, il y a tout ce qui est possible dans vos bases actuelles que vous connaissez ou tout ce qui est sécurité. On peut attribuer des privilèges sur des actions des ressources, on attribue des rôles, on peut créer des utilisateurs, on peut gérer l'authentification, donc c'est-à-dire l'authentification, on peut la gérer directement dans le serveur Couchbase, donc en local, ou on peut aussi derrière connecter un LDAP, on peut plugger avec tout ce qu'on veut, on peut aussi plugger avec les serveurs, enfin l'authentification sur, par exemple, si le Couchbase est hébergé sur une VM Linux, en fait, on peut aussi se mapper avec les comptes utilisateurs de la machine, etc., etc. Après, on peut mettre des rôles sur un peu tout, c'est-à-dire on peut mettre des rôles sur un bucket, telle personne peut utiliser tel bucket, elle a le droit juste de lire, elle a le droit juste d'écrire, tu peux lui donner aussi l'autorisation de rien que de se connecter, enfin l'IHM après ça n'a pas d'intérêt si tu lui dis t'as pas le droit de te connecter, enfin en gros l'utilisateur il a pas lieu d'être, mais en fait en gros tout ce qu'on veut en fait. Et il y a le cryptage aussi, donc le SSL par exemple pour les transferts entre data centers ou tout ce qui est accès IHM, etc. Tout ça c'est sécurisé en SSL. Et pareil, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a des options qui sont activables pour faire un audit sur la sécurité, sur tout ce qui est, en gros, toutes les connexions qu'il y a pu avoir à la base, toutes les tentatives de X. On peut tout loguer, tout ramener dans le puits de log. Et, après, ça, c'est de la sécu pour leurs besoins. En gros, tout est intégré, on peut faire de tout, en fait. Et puis après, je voulais juste vous présenter un peu, nous, ce qu'on avait mis en place. Du coup, en fait, nous, ce qui s'était passé, nous, notre besoin, en fait, c'est que déjà, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire, c'est-à-dire on avait 1 mois et demi pour apporter la solution au client. En fait, ce qui se passait, sa problématique, c'est que du coup, il mettait en place une application mobile, d'accord, et un nouveau serveur de marketing, etc. Et en fait, ils avaient besoin d'accéder à tous les coupons. Donc à savoir que les coupons c'est généré par la solution Maxing pour pas la citer. Qui est donc OKS, c'est lui qui crée les coupons et en fait nous à la base la solution Maxing elle est basée sur une base Postgre. Donc du coup en fait les coupons remontent des magasins vers un serveur central et dans une des tables et sont sauvegardés les coupons. Et le problème, c'est qu'après, nous, derrière, on devait pouvoir répondre à, je crois, la cible, c'était de pouvoir répondre à 3000 appels secondes. Donc, du coup, dans Postgre et dans l'archive, vu les serveurs qu'on avait, etc., c'était impossible. Donc, du coup, c'est là où, derrière, nous, on a mis en place un système on a mis un système de queuing. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis un trigger
sur notre table où il y avait où il y a nos coupons. Et en fait, à chaque fois qu'un coupon était mis à jour, à chaque fois qu'un coupon est inséré ou supprimé, en fait, on envoie le numéro du client et ça remonte dans une app qui récupère toutes les informations de ce client, donc crée le document avec tous les coupons du client et en fait les repousse directement dans Couchbase en fait. Donc ce qui fait qu'on a réussi, on a poussé le truc et on arrive à répondre. En fait, après, on arrive dans des limites d'infrastructure, enfin plutôt côté dans le pays en fait. Mais on arrive à répondre à plus de 3000 appels secondes en fait, avec juste 2 serveurs frontaux en fait. Donc après là, ils sont loin d'utiliser ça, mais on a de la marge en fait. Si vous avez des questions. C'est quoi l'avantage? Je ne suis pas. Je ne suis pas commercial chez Couchbase, donc j'ai pas forcément. Pourquoi ça? Parce que nous, ça a été, c'était un produit qui avait déjà été utilisé, déjà tout simplement. En fait, le gros avantage de Couchbase, je pense par rapport à Cassandra, déjà c'est pas la même chose qui est demandé. Le Couchbase, c'est le temps réel et la haute disponibilité en fait, et l'ajout facile de nœuds. Donc c'est-à-dire que ton architecture, tu peux la faire évoluer facilement en fonction de tes besoins. C'est-à-dire que demain, je peux rajouter 3 nœuds parce que je vais avoir un besoin, et puis dans 2 mois, je l'enlève, quoi, tu vois. Par contre, qu'est-ce que tu appelles très rapide? Parce que là, moi, mon serveur Couchbase, il te répond en moins de 3 millisecondes, en fait, hein, pour chaque requête de get. Bah, en tout cas, c'est par rapport à ce que les archis avaient en tête, c'était ce qui répondait le plus à notre besoin, et surtout la facilité de mettre en œuvre. Parce que nous, en fait, ce que je t'ai montré, c'est qu'on est parti de rien. Et en un mois et demi, on a dû livrer en prod en fait. Donc en un mois et demi, on a mis en place toute l'infrastructure. On a déployé les environnements avec Ansible. Je sais pas si ça te parle en fait. On a fait de la montée d'environnement from Ascode, pardon. Donc avec Ansible, etc. Et la facilité de prise en main, surtout de Couchbase en fait. C'est super facile à prendre en main en fait. Donc c'est peut-être aussi, je pense que ça qui a fait que le choix est parti là-dessus en fait. Mais il n'y a pas vraiment eu débat en fait. Ouais, vous avez pas regardé les comptes. Bah, puis après, on avait déjà eu les gens de Couchbase qui étaient venus nous pseudo-former, donc du coup. Ouais, ils avaient déjà fait une bonne partie commerciale. Exactement. Bah, après, ça, c'est leur travail, hein, ça, c'est. Ils ont fait leur partie commerciale, ils se rémunèrent comment? Sur la formation? Ah, je pense que sur la formation, ouais, ils se rémunèrent là. La même Après. licence, Si. Ah, par contre, ouais, ça, on en a pas parlé, je suis pas rentré dans ce détail. Si, en fait, nous, on a mis, parce que le besoin était suffisant, nous on a mis la Community Edition, donc c'est-à-dire la version complètement gratuite. Par contre, comme tout, t'as la version entre guillemets premium, etc. Et là, t'as des licences. En fait, ça dépend de ton besoin. Parce que par exemple, si tu prends la Community version, celle qu'on nous a mis, derrière, t'as 0 support entre guillemets. Donc si tu te débrouilles tout seul, t'as pas un support derrière. Si tu prends des versions premium, etc., tu les as. Après, t'es limité dans la version community, t'es peut-être limité, je crois, à une centaine de nœuds ou genre de trucs, en fait, tu vois. Donc, tant que tu dépasses pas ça, tu vois, t'as pas lieu d'être. Mais après, du coup, non, par contre, il y a des licences derrière, etc. J'avais même, mais par contre, si tu veux, j'avais même un slide qui nous avait été présenté, donc à architecture équivalente entre, par exemple, un Oracle et même si on fait pas forcément le même travail, et Couchbase, ils avaient fait le travail, et derrière, le prix c'était divisé par 4, quoi. Donc et pas avec la même facilité, parce que par exemple, si tu veux commencer à faire de la scalabilité avec Oracle, certes, derrière tu vas pouvoir gonfler ta machine, mais déjà après, au bout d'un moment, tu pourras plus la gonfler. Et c'est surtout que demain, ton besoin il diminue, tu pourras pas dire, ah, bah, par contre, tu peux me recharger ma machine, je vais remettre une petite. Tandis que là, avec Couchbase, tu peux le faire en fait. Donc la rémunération, ouais, formation, leur licence, etc. Enfin après, je leur ai pas posé la question. Mais c'est plus une question de volumétrie. C'est demain, imagine. En fait, il y avait un exemple qui était bien, qui nous avait montré. C'est en fait en un mois, il y avait, je sais plus lequel de leurs clients sont passés de 1 million de clients à 51 millions de clients. D'accord? Donc c'est-à-dire que l'architecture au début, elle était faite pour répondre à 1 million, et ils savaient pas qu'un mois après, ils auraient besoin de 51 millions de clients. Donc là, du coup, après la répartition, faut bien que tu la fasses. Demain, tu vas aller voir ton DBA, tu vas lui dire, ah bah moi mon besoin, tu lui fais créer, enfin en dehors, si on n'est pas sur du NoSQL par exemple, tu vas lui dire, bah voilà, bah crée-moi, j'ai besoin d'une architecture pour 1 million de clients. Dans un mois, tu vas lui dire, ah bah finalement mon besoin il est de 50 millions de, tu vois, il va t'envoyer balader, il va dire, ouais bah t'es bien gentil, mais moi il faut que je revoie tout mon truc. Tandis que là en fait cette problématique-là, elle n'existe pas, parce que demain, je passe de 1 million à 50 millions, je passe de 1 nœud, enfin pas de 1 nœud, mais de 3 nœuds à 40 nœuds, et moi je continue à répondre à ton besoin.
sans complexité en fait. Bah, plus tu auras de mémoire cache, si, plus tu auras en stocker en mémoire, parce qu'au bout d'un moment, c'est pareil, ta mémoire cache, tu vas pas pouvoir stocker 50 millions en mémoire cache, ça va pas marcher. À un moment, tu vas swapper sur le disque, en fait. Tandis que là, si je rebalance j'ai rajouté 10 nœuds de plus, ben là, je vais plus swapper en disque, et donc, du coup, mes perfs, elles sont forcément, j'ai rien perdu en perf, en fait. Voilà.